C'est bon? Parfait. Donc merci à toutes et à tous d'être présents pour cette dernière conférence de l'après-midi de ce dernier jour des Digital Dream Festival. Je suis en plus content de l'audience, que même si elle n'est pas très nombreuse, elle est 5 fois plus importante que la première conférence que j'ai fait vendredi. Donc je me réjouis déjà d'avoir une audience un peu plus importante. N'hésitez pas, si vous voyez du monde, essayez de les rattraper, puisque aujourd'hui, en fait, ça va être plutôt une interaction que je vais rechercher avec vous pour travailler sur ces objets d'hier et d'aujourd'hui. Mais pourquoi le sous-titre et ou les challenges de l'investigation numérique? Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous parle d'objets d'hier et d'aujourd'hui et d'investigation numérique. Pour ça, je vais d'abord me présenter qui je suis. Donc je suis Thomas Souvigné. Je suis né en l'an -19, avant Google. Je choisis ce temps zéro pour dire, en fait, finalement, Google, ça représente aussi, pour aujourd'hui, beaucoup de choses dans le numérique. Ça représente, finalement, l'usage qu'on en fait beaucoup, mais surtout, ça représente vraiment l'Internet moderne, si je puis dire. Parce que peut-être certains d'entre vous ont connu l'avant Google, l'Internet avant Google, avec Alta Vista ou des choses comme ça. C'était quelque chose qui était, on va dire, pas au niveau de la recherche aujourd'hui, l'accès à l'information telle qu'elle est aujourd'hui. Donc finalement, vous regardez, je suis quand même né 19 ans avant Google. Et si on fait le calcul aujourd'hui, on est en l'an 26 après Google. Donc vous voyez que finalement, que ça soit la sortie de Google n'est pas si vieille, et c'est quelques générations. Et c'est un peu sur ce qu'on va travailler aujourd'hui, sur l'aspect générationnel lié aux objets numériques. Je suis professeur à l'école des sciences criminelles, c'est-à-dire l'école qui est dans la faculté de droit, d'administration publique des sciences criminelles et d'administration publique, qui, elle, a été créée en l'an 89 avant Google, en 1909. J'ai failli perdre mes références. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui est plus que centenaire, mais qui finalement n'a pas été créé moins d'un siècle finalement avant Google. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis spécialisé dans la trace numérique, c'est-à-dire que je conduis de la recherche, de l'enseignement, de la formation continue, beaucoup de choses liées aux traces numériques, c'est-à-dire que les traces que l'on laisse, et aussi les traces que l'on va exploiter dans le cadre investigatif ou autre. Alors pourquoi je vous présente tout ça aujourd'hui? Parce qu'une fois de plus, je me suis présenté, vous voyez que ça m'intéresse les traces numériques, mais pourquoi je vais vous parler des objets qui sont d'hier, aujourd'hui et d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, vous pouvez comprendre pourquoi je m'intéresse aux objets, parce que ça va laisser des traces, voilà. Mais pourquoi je vous parle des objets d'hier? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je vais vous faire, c'est vous faire toucher du doigt de manière assez ludique, parce que justement, je recherche l'interaction, je reviens dessus. Quelques challenges qui sont liés à la forensique et à l'investigation numérique. Donc tout ce qui est sciences criminelles, l'exploitation des traces numériques. Vous allez voir, je vais essayer, à travers la découverte de ces objets-là, vous faire voir que finalement l'exploitation des traces numériques aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser et qui a quelques difficultés. La première chose, c'est reconnaître les objets qui contiennent des traces numériques. Donc déjà, on va faire un petit exercice, si vous le souhaitez. Je vais vous montrer quelques objets. Et je vais demander, alors si vous savez tout de suite, ne le dites pas. Mais ceux qui ne savent pas, essayez de deviner quels objets je vous présente, sachant que je vais présenter, vous allez le voir tout après, une frise au niveau temporel, et après on reviendra sur les usages qui sont liés à ces objets. Le premier objet, c'est quelque chose qui est né en plus de moins de 30 avant Google, qui existait en plus de moins de 30 avant Google, dans les années 60, si on prend un référentiel un peu différent. Est-ce que je vais vous voir cet objet-là? Alors là, il y a peu de monde qui doit savoir ce que c'est. Je crois que j'ai eu tout à l'heure, pour la première fois, quelqu'un qui a découvert dès le premier coup ce que c'était. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit? Alors vous pouvez venir voir, vous pouvez venir toucher. C'est quelque chose, il y a écrit Brandt, il y a écrit lumière, son et contraste. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il pourrait s'agir? Vous voyez, il y a un grand fil très très long aussi. C'est un indice, le fait que le fil soit très très long. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit? Une télécommande. Une télécommande de quoi? Voilà, c'est une première télécommande de télévision, alors qui est finalement filoguidée, c'est un fil, une télécommande avec un fil, parce que ce qu'il faut imaginer pour les plus jeunes, c'est que quand on voulait changer de chaîne à une époque,
il fallait déjà se lever pour changer de chaîne, ou alors qu'il y ait les premières télécommandes qui étaient initialement assez volumineuses. Mais ce que je voulais vous faire voir, et ce qu'on va utiliser tout au long de ce petit exercice, c'est qu'il n'est pas forcément facile de reconnaître quelque chose qu'on ne connaît pas, et de façon un peu plus large, même si on connaît quelque chose qu'on a déjà vu, c'est pas toujours évident d'identifier de quoi il s'agit. Donc là, vous voyez, effectivement, c'était une télécommande d'un poste de télévision des années 60. Maintenant, quelque chose d'un peu différent, qui est là plutôt dans les années 20 avant Google, donc c'est-à-dire dans les années 75. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit ? Alors moi, j'ai déjà des réponses. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas et qui voudraient essayer quelque chose ? Alors j'ai une réponse devant. On m'a dit un manche-disque. Effectivement, c'est un appareil audio pour écouter de la musique avec des disques vinyles qu'on pouvait avoir. Donc l'ancêtre, on va dire, de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et j'ai même de quoi vous régaler d'une petite musique. Je ne sais pas si je vais mettre un peu d'animation. C'est pas la meilleure chanson, mais... Donc là, vous voyez un petit peu ces objets qui sont, cette fois-ci, des objets de divertissement. Vous avez vu le premier, hein, c'était vraiment pour écouter finalement regarder la télé. Là, on est plutôt sur de la musique, une fois de plus. Et vous avez un objet qui est encore un objet qui, pour quelqu'un qui n'a jamais vu cet objet-là, n'est pas forcément facile à reconnaître. On va passer sur un troisième objet, une troisième technologie des années entre moins 20 et moins 10 avant Google. Est-ce que vous saurez reconnaître ce qui est ce petit appareil qui est représenté au niveau de l'écran, que je vous fais voir ici en cachant ce qui est écrit dessus, parce que sinon ça serait un peu facile. Est-ce que vous avez une idée de quoi il pourrait s'agir ? Alors je fais un petit indice en le secouant un petit peu, si vous le souhaitez. Pour les œufs, non. Alors la première réponse, c'est souvent le minuteur. Effectivement, c'est pas ça. Est-ce que vous avez une idée de quoi il pourrait s'agir ? Il y a un petit clip derrière aussi. Deuxième indice. C'est un pédomètre. Donc c'est un objet pour mesurer le nombre de pas qu'on fait par jour. Un objet de santé, un objet technologique de santé, on va dire, pour essayer de mesurer quelle est l'activité physique qu'on va faire tous les jours. Donc vous voyez quelque chose qui est relativement... peut-être commun aujourd'hui, puisqu'avec tous les iPhones et ainsi de suite, on calcule ces pas, mais qui n'était pas forcément à l'époque. Alors quelque chose qui va parler à beaucoup de personnes, j'imagine, d'entre vous, alors qui ne parlait pas du tout à mes enfants, je vous rassure tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas pratiqué ça ? Alors je regarde les plus jeunes. Alors le problème, c'est que les deux plus jeunes, c'est les miens. Après, je ne veux pas dire qui... Alors, est-ce qu'il y en a qui, si je fais le tour, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé ça ? Tout le monde a déjà utilisé ? Tout le monde a eu le plaisir de numéroter avec ça. Donc je pense que si quelqu'un qui n'a pas eu le plaisir à numéroter avec ça en perd son latin, mes enfants ont eu un peu du mal pour faire un 0,70 quelque chose. Par exemple, ils allaient sur le 0 et le 7 en essayant de combiner tout ça. C'est vrai que ce n'est pas évident de mettre ceci en œuvre. Est-ce qu'il y en a ? Alors, il est fonctionnel. J'ai le plaisir de vous dire que tout ce que je vous ai mis ici aujourd'hui, j'ai essayé de le rendre fonctionnel, ce qui m'a pris un peu de temps, je dois l'avouer. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de prendre et d'utiliser ça, de dialoguer avec quelqu'un qui est au bout du fil ? Personne ne veut essayer ? Ça fonctionne, oui, vous pouvez venir si vous voulez. Je peux essayer ? Oui, oui. Alors, petite question, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est très difficile pour ceux qui ne connaissent pas, de savoir à quoi ça sert. C'est-à-dire que le combiné d'écoute, puisque c'est qu'un combiné d'écoute, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, puisque les gens essayent de parler avec ou quoi que ce soit. Donc une fois de plus, la mise en œuvre pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas forcément facile. Ce que je vais faire, vu que vous allez être mon bon volontaire, alors c'est filmé, vous avez... faut juste nous dire si vous voulez pas, parce que je pense qu'il y a un droit de l'image, mais si ça vous dérange pas d'être sur le film, je vous invite à dialoguer avec la personne qui est en ligne, et puis moi je vais enregistrer l'audio. Bon, je ne me souviens pas exactement parce que ça fait longtemps, mais
Alors, on va faciliter les choses. Vous n'avez même pas besoin de composer le numéro. Si vous allez décrocher, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Ah oui, c'est ça que j'adorais. Non mais c'est ça, c'est le truc qui revenait comme ça et ça faisait un bruit. Parlez directement, ouais. Allô, allô? Allô? Attendez, je veux juste voir si ça marche. Excusez-moi, je vous entends très très mal. Je suis sous un tunnel. Allô? Je vais juste regarder si ça marche. Je me permets. Attendez, on va juste voir si ça marche. Voilà, ça marche bien. Je laisse vous parler. Oui. Je vais voir si ça marche le son. Allô? Vous m'entendez? Ça se passe bien et ça se passe bien, oui. Ah. Oui, c'est parfait. Bah, on a un petit problème audio. Vous avez entendu quelqu'un qui vous a parlé, hein? Oh, d'accord. Est-ce que vous avez reconnu sa voix, peut-être? C'est vous, non? Oui, c'était moi. Alors, on a un petit problème audio, désolé, on n'a pas pu... Je pensais que ça allait passer là-dedans, pour être honnête. Mais globalement, là, c'était un son technologique en avant. Mais sur ce téléphone-là, c'était relié à ChatGPT et qu'avec un deepfake audio de ma voix. Donc en fait, vous interagissiez avec ChatGPT. Donc si vous parliez, et normalement, il a dû vous... J'avais juste demandé dans le prompt, parce qu'on a vu le prompt avant, j'avais juste demandé dans le prompt, comme quoi on était au Digital Dream Festival, qu'il allait vous demander si ça se passait bien, et ainsi de suite. Donc ce que je pense que vous avez eu, c'est ça ? C'est ça. Donc si après vous voulez l'enregistrer, vous pourrez essayer de téléphoner et pour l'insérer dans votre vidéo, si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Je laisserai ça. Et s'il y en a qui veulent l'utiliser après, poser des questions, je serai là quelques minutes encore après la fin, puisque je suis la dernière conférence de ce côté-là. Donc n'hésitez pas si vous voulez parler à ChatGPT. Mais ça, c'est un autre problème. L'idée, c'est que c'était un téléphone à cadran. Et un téléphone à cadran, on reconnaît un téléphone, même si les enfants de nos jours, un téléphone, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose qui n'est plus, on ne ressemble plus ça du tout, un téléphone. Et mettre en œuvre un téléphone à cadran, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ceci, j'imagine que la plupart d'entre vous ont reconnu. Voilà. Qui n'a pas reconnu? N'hésitez pas si vous n'avez pas reconnu. Voilà. Qui c'est qui veut le mettre en œuvre? Il y a ma fille qui va vouloir. Vas-y. Vas-y, alors, on va essayer de voir si elle arrive à le mettre en œuvre. Vous voyez un petit peu la difficulté. Alors, retourne-toi. Voilà, essaye de le mettre. Alors, donc, vous voyez que c'est pas évident. Tu prends une photo de quelqu'un? Alors, peut-être... Tu veux faire une photo de ton frère ou pas? Tu viens, Rémi? Voilà. Alors, pourquoi je vous fais voir ça une fois de plus? On verra sur les questions que je vais vous poser après, mais vous allez voir que les questions, ça va être: est-ce que c'est facile de reconnaître? Est-ce que c'est facile de mettre en œuvre? Et c'est les points questions, et c'est pour ça que c'est le fil rouge un peu de ma première chose. Donc là, vous voyez que c'est pas facile. C'est où le bouton? Bah oui, c'est ça le problème. C'est où le bouton? Alors, est-ce que son frère sera un peu mieux? Je crois qu'il m'a vu faire aussi, donc il trèche un petit peu. Ça marche pas? Donc vous voyez, alors ça c'est juste pour faire voir que c'est pas si facile finalement de mettre en œuvre. Alors c'est la même chose pour composer le téléphone, quand on fait ça avec des gens qui connaissent pas. Et voilà, alors attendez où je vous fasse. Faites-moi voir tous les deux, je vais faire une... Maintenant ça marche plus, je crois. On a eu un petit souci technique. Vous voyez comme quoi... Bon, bah, ça sera le problème technique, mais vous voyez un petit peu, en tout cas pour la difficulté que ça peut être de mettre en œuvre. Voilà, j'ai eu un sabotage il n'y a pas très longtemps. Voilà, mais effectivement, finalement, on arrive tout à l'heure, on a eu les différents usages, le santé, on a eu la partie téléphonie, on a maintenant la partie appareil photo. Finalement, ce sont des usages qui sont relativement nombreux. Alors là, je pense que j'aurais peut-être plus de difficultés à savoir ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est? Tu veux distribuer? Donne-en. Voilà, j'ai une assistante qui est formidable. Tu donnes un petit peu à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit? Je regarde l'heure aussi, parce que je vois que l'heure qui avance. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit? Voilà, donc j'ai une réponse. Une carte informatique, ce qu'on appelle une carte perforée.
Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que alors j'ai mis l'année 85, qui était en gros ici dans les moins 10 et quelques avant Google. Simplement parce qu'il y avait écrit 85 sur celle que j'avais à l'écran. Très clairement, c'était le déclin à cette époque-là. Déjà, c'était un peu le déclin de ces technologies-là. En fait, c'était les cartes qui étaient utilisées pour programmer et stocker de l'information sur les ordinateurs dans les années 70, 60, 70 et ainsi de suite. Ce qu'il faut voir, voilà, c'est que c'est quelque chose qui était un des outils pour programmer les ordinateurs à cette époque-là. Et vous voyez un peu la difficulté que vous-même, qui finalement c'était quelque chose qui, sans doute, pour la plupart d'entre vous, existait quand vous étiez jeune, et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément su reconnaître. Vous avez peut-être vu aussi que quand j'ai fait mes halos, j'ai fait changer de couleur. Je suis passé du gris au bleu. Tout simplement parce qu'on a changé de technologie, c'est-à-dire qu'on est parti des technologies analogiques, tout ce que vous avez vu avant c'était des technologies analogiques, et là on est arrivé avec ces cartes perforées, mais aussi vieilles soient-elles, à des technologies numériques. Et c'est l'objet de ce festival, mais c'est aussi l'objet de ma recherche, des enseignements et ainsi de suite, c'est pour ça qu'on focalise un peu là-dessus. Mais on va continuer sur ces petits exercices, parce que c'est ludique, mais aussi parce que vous voyez qu'à chaque fois on a différents usages qu'on découvre aussi. Un outil, alors ça, vous l'avez compris, je suis français, c'est quelque chose qui est sans doute très français aussi, mais que même en Suisse, vous avez pu voir à travers la télévision française ou autre. Sans doute, donc la plupart d'entre vous connaissez ça. Qui n'a jamais vu ça, si je fais un petit sondage? Vous n'avez jamais vu en vrai, voilà, c'est ça. Vous voyez ce que c'est quand même ou... Pardon? Si vous saviez ce que c'était. Ah, pardon. Oui. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est parfait. Vous êtes, en principe, c'est plutôt les enfants qui ne connaissent pas pour le reste. Mais là, le problème, c'est que c'est géographique. C'est quelque chose qui existe au niveau géographique. C'est un Minitel. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu le terme Minitel aussi, suivant d'où vous venez. Mais c'est quelque chose qui est très français. Alors, il y avait l'équivalent allemand aussi, ou en Angleterre, qui a eu des systèmes de télématique. En fait, c'est la télématique des années 8 ans, donc les années moins 10 avant Google, qui existait dans certains pays, donc au niveau français. Et donc mes enfants aussi, pareil, au début, ils ne savaient pas ce que c'était, jusqu'à ce que vous appuyez sur cette touche-là, et qu'ils voient un beau clavier apparaître, et avec un écran. Et donc là, ils ont dit c'est un ordinateur. Alors, ce n'est pas forcément un ordinateur, mais effectivement, c'est un écran déporté d'un ordinateur central qui était à l'heure. C'est un peu ce que les Français appelaient l'ancêtre d'Internet, parce que c'était un peu les mêmes usages, mais avec des technologies qui étaient quand même différentes, c'est-à-dire que les ordinateurs gèrent à leur niveau, alors que ça c'est plus un accès distant finalement à un ordinateur qui est plus loin. Là encore, bonne nouvelle, je vous ai dit que ça marchait. Alors autant vous dire qu'il a fallu être persuasif aussi pour pour réussir à obtenir ces objets de rétrofitting, on va dire, qui sont faits par des passionnés. Et notamment là, vous pouvez voir qu'il y a un écran qui ressemble vraiment à l'écran Minitel qu'ont pu connaître ceux qui ont pratiqué ça. Personnellement, c'est quelque chose que j'avais utilisé, par exemple, pour aller voir le résultat de mon bac, et ainsi de suite, mon baccalauréat ou autre, les résultats des examens français. En France, c'est ce qu'on utilisait. Et vous voyez aussi, c'est un peu l'ancêtre des réseaux sociaux. Parce que si vous regardez l'écran, c'est quelque chose qui a été utilisé dans certaines émissions télévisées. Ici, c'est Club Dorothée, qui était l'émission des enfants quand j'étais jeune, et pour lequel on votait pour savoir quelle était notre émission préférée, notre dessin animé préféré, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment les réseaux sociaux avant l'heure, si je puis dire, avec un coût qui était relativement important, mais ça c'est un détail. Est-ce qu'il y en a qui veulent, là encore, pianoter? Alors ça, vous aurez le loisir, le plaisir de le faire après, si vous ne voulez pas le faire directement. Mais ça a vraiment la réaction et la latence, si je puis dire, du vrai Minitel, avec le doux bruit des touches aussi. Si on appuie sur guide, ici, je crois que... alors, je vais demander peut-être à mon assistante aussi, si elle est là. Là, vous pouvez voir qu'on a différentes choses qui existent. Et si on appelle, par exemple, il est où le... Je regarde si je vois le 9. Si j'appuie sur le 9, vous voyez un peu la latence qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que... il fallait un certain temps pour que l'image qui était représentée plus sur les caractères graphiques ou autres
reviennent parmi nous et envoient dessus. Donc là, si je regarde et si je fais juste, si je demande la météo, quelque chose que vous verrez tout à l'heure, on va voir si ça marche. Bon, il a bougé, ce truc-là a bougé, mais il n'a pas parlé. Donc ça, c'est un des problèmes que j'ai en préparation de ma présentation, mais c'est pas grave. Donc vous voyez un peu, c'est quelque chose qui est une technologie des années 80, qui existait à cette époque-là. Et là, c'est vraiment de la communication à distance en termes d'usage, de l'interaction à distance. Ça, quelque chose que vous allez dire tout le monde connaît. Non, tout le monde ne connaît pas, une fois de plus, hein, quand vous avez des enfants. Alors j'espérais avoir un public un peu plus familial. Pas qu'il ne soit pas familial, mais les plus jeunes, je pense encore une fois, les enfants. Du coup, voilà, la disquette 5 pouces, la disquette 3 pouces et demi, la floppy 3 pouces et demi, c'est quelque chose qui permet de stocker l'information. On en reparlera tout à l'heure, sans doute, dans les questions-réponses. Une des premières dossiers d'analyse de données a été sur des disquettes qui étaient antérieures à cette technologie-là et qui montrent aussi comme quoi il faut savoir s'adapter et conserver des activités. Donc là, vous voyez un petit peu les différentes évolutions aussi en termes de floppy ou de disquettes. Et c'est quelque chose qui évolue et qui continue à évoluer aujourd'hui, comme on le verra tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui doit parler aussi à pas mal d'entre vous. Donc je ne vous mets pas l'affront de vous demander ce que c'était, parce que vous avez peut-être perdu beaucoup de temps de votre jeunesse avec ça, pour certains d'entre vous. Voilà, donc en dehors de faire du rétro-gaming, comme on peut le voir aussi dans le festival, là encore, c'est quelque chose qui, quand on donne ça à des enfants, le fait de mettre cette cassette-là, dans cette fente-là, de le mettre en œuvre, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, une fois de plus, et qui demande de l'adaptabilité. Ceci, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est un des premiers, alors, plus que téléphone portable, GSM, technologie Natel en Suisse, Natel, je ne sais plus, D, je crois, en Suisse. Donc, vous voyez un peu la chose. Alors, attendez, j'appuie, hop, mon téléphone portable. Donc, ouais, le mot portable était une fois là encore. Vous voyez la difficulté du poids. Je ne vous parle pas du prix ni de l'abonnement, hein, qui était aussi sans doute lié à ça dans ces années-là. Mais là, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on avait un téléphone qui était attaché au fil. Et puis ça, c'est encore une chose que quand on parle au niveau générationnel, le fait d'attendre un numéro de téléphone, d'attendre un appel devant son téléphone, de ne pas sortir tant qu'on n'avait pas l'appel du copain pour sortir, aller se retrouver, c'est quelque chose qui paraît impossible, insensé pour certaines générations, les générations d'aujourd'hui. Mais voilà, donc effectivement, les premiers téléphones, et là, si vous regardez, on est dans les quelques années avant Google. Donc vous voyez un peu aussi quand même finalement, comme quoi ces technologies-là, GSM, sont relativement jeunes, hein, c'est-à-dire que c'est 30 ans, c'est à peu près une trentaine d'années que ces téléphones-là existent. Et vous voyez un petit peu aussi l'évolution de la forme et du poids entre ces différentes technologies. Si je vous montre ça, là encore, mini-disque, et alors pas tout à fait, justement c'était un peu le piège, j'ai profité de vous présenter, c'est juste un DVD RW, mais petite taille. Voilà, c'était juste pour montrer surtout que la technologie d'enregistrement des vidéos, de réinscription des vidéos, donc sur des médias qui ont en principe un peu plus large que ça, c'est aussi quelque chose qui est relativement récent, hein, puisque là on est dans les années, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est après Google, donc dans les débuts des années 2010, c'est-à-dire il y a moins de 20 ans. Il y a moins de 20 ans, quand on voulait stocker un film, quelque chose, une vidéo ou autre, c'était sur un DVD-RW, un DVD-R ou quelque chose comme ça. Donc vous l'avez vu bouger tout à l'heure, il n'a pas voulu parler, mais cet objet-là, alors là peut-être qu'il y aura moins de personnes qui vont connaître. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Voilà, donc j'ai une personne au moins qui connaît. Ah voilà. Vous en rêviez, je vous l'ai amené. Donc ça, alors c'est l'ancêtre.
En fait, moi je le considère dans mes cours ou autres comme l'ancêtre finalement des assistants vocaux aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est Alexa, OK Google, dans lequel j'ai fait une conférence vendredi dessus, je considère un peu comme son ancêtre, parce qu'en fait on appuyait dessus, on peut appuyer dessus, mais lui qui ne veut pas parler, ça ne va pas marcher. On appuie dessus, on pouvait demander la météo, on pouvait demander plein de choses comme ça, et il répondait, et on pouvait même communiquer. C'est-à-dire que si vous aviez quelqu'un qui avait le même chez lui, soit vous pouviez bouger les oreilles, et ça bougeait les oreilles en parallèle chez votre ami, soit vous pouviez aussi échanger des messages, et ainsi de suite. Plus des tags qu'on pouvait mettre dedans pour interagir avec lui, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment un assistant personnel, si je puis dire, sur lequel on pouvait interagir, qui avait aussi toute une collection de petits objets qu'on pouvait mettre avec, et ainsi de suite. Pourquoi je vous fais voir ça ? Parce que là, on est vraiment dans les usages de l'assistant personnel, qui est finalement ce qu'on utilise peut-être, ou certains peut-être utilisent chez eux, et ainsi de suite. Alors, là encore, il y a un piège, mais il est petit. Une idée de quoi il s'agit ? Voilà, c'était le piège. Alors, effectivement, j'ai fait exprès de prendre quelque chose qui ressemble à un BlackBerry, parce que quand on voit cette image form factor avec un clavier comme ça, c'est le BlackBerry. En tout cas, ici, ce que je vais remarquer, c'était plutôt dire un des premiers Android, parce que c'est un téléphone Android, et on voit ici le market pour si vous avez l'œil. Mais surtout, on voit que c'est un des premiers aussi parce que ce clavier physique, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus d'aujourd'hui, qui est passé sur du clavier virtuel, sur le clavier logiciel, si je puis dire. Donc là, on va arriver sur... Ça, c'était un peu facile. Maintenant, ça, jusqu'à présent, j'ai personne qui me l'a trouvé. Je pense que je dois être un des seuls à avoir acheté ça à l'époque. Vous savez aussi ? Ah, mais ouais. J'ai l'impression que vous connaissiez tout, sauf le Nabastag. Alors, une idée ? Alors, une antenne ? Non, c'est pas une antenne. Alors, allez-y. Oui, c'est ça ? Effectivement, c'est ce qu'on appelle un Parrot Power Flower, et qui se branche dans la Terre. C'est un objet connecté. Ça se branche dans la Terre, et en fait, ça vous dit, ça manque un peu d'eau, ça manque un peu d'ensoleillement, si vous voulez avoir une fleur parfaite. Je pense que ça n'a jamais marché chez nous. Mais, en tout cas, on l'avait, et c'était... voilà. Vous avez vu que, voilà, en tant que spécialiste numérique, on se doit d'être technophile dans un sens. Au grand dam de ma compagne, pas forcément de mes enfants, parce qu'eux, des fois, ils apprécient. Je demandais à mon assistante, encore une fois, de venir m'aider. Si je vous montre ça, est-ce que vous avez déjà vu ? Tu peux en distribuer aux gens. Donc, juste dessus, c'est des petits boutons. Si on appuie dessus, il y a écrit Signal, il y a écrit Sun et Pampers. Voilà, tu peux donner ça aux gens, si tu veux. Pour commander sur Internet, ouais, vous êtes bon. Alors, il manque juste un site. Voilà, effectivement, c'est ce qu'on appelle des Amazon Dash, qui n'a pas vécu très longtemps, hein, je tiens à vous le dire. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous colliez dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans l'endroit où vous langez les enfants. Et dès que vous n'avez plus quelque chose, leur idée, c'était vous appuyer dessus, ça recommandait automatiquement sur Amazon. La marque, le produit en même temps. Ah, non, c'était... Et vous voyez en fait qu'il y avait toute une collection, en tout cas aux États-Unis, en France, où il y avait le store où je les ai achetés. Il y en avait très peu qui étaient utilisés. Bon, je les avais achetés juste pour comprendre la technologie. On n'a jamais commandé avec. Je pense que je les ai même jamais connectés au site Amazon. Mais là, c'est une fois de plus pour vous montrer les objets connectés, la diversité qu'il peut y avoir entre quelque chose qui est à peu près intéressant à quelque chose qui est vraiment dans la consommation totale. Vous voyez, vous pouvez appuyer dessus. Le système a été, depuis 2018, je crois qu'ils ont même eux ont arrêté d'en produire et ainsi de suite. Je vais terminer là, parce que je vais laisser aussi la place quand même aux questions et ainsi de suite. La dernière chose... Hop. C'est qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors ça serait pas mon rêve, hein. J'aurais bien aimé, mais alors c'est pas Samsung Ring, c'est plutôt une version dégradée du Samsung Ring, mais effectivement c'est une bague connectée qu'on a utilisée. Je l'ai utilisé plus pour des exercices avec les étudiants où vous mettez ça justement, ils doivent utiliser ça pour déchiffrer, pour essayer de. Là c'est plus pour les faire travailler dans le cadre de leur recherche et ainsi de suite. Mais en tout cas cette bague là. Pour le coup, fait pas des mesures cardiaques ni rien du tout, hein. C'est quelque chose qui est assez bête, si je puis dire. Hormis ouvrir ma porte d'entrée chez moi, je crois qu'elle fait rien d'autre que ça. Elle peut aussi, je crois, si on s'approche, présenter une carte de visite ou quelque chose, on peut aussi la programmer. Toujours est-il que là encore, on est sur les objets connectés, mais qui peuvent être aussi de la santé, parce que là, c'est pour ça que je vous ai mis le Galaxy Ring, qui aujourd'hui, on a des objets connectés qui sont, on va dire, très petits. Parce qu'il faut voir que c'est une bague connectée. Alors celle-ci est peut-être un peu grosse, mais on ne se rend pas forcément compte que c'est une bague connectée, qui ont des applications de santé. Voilà, j'arrive au terme, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas voulu tout vous montrer, tout ce que j'avais en réserve. J'ai d'autres disques, je n'ai pas toute la collection, mais si vous voulez réécouter la classe tout à l'heure, on pourra se faire une soirée. Toujours est-il que la question que je voulais vous poser avec tous ces objets-là, c'était, est-ce qu'il est, finalement, je voulais vous attirer votre question, c'est est-ce qu'il est aisé de reconnaître une nouvelle ou une technologie tout simplement. Et c'était un peu ça l'idée, c'était de vous montrer que, j'espère que vous avez compris que c'est pas forcément aisé de reconnaître une technologie qu'on n'est pas, qu'on n'a jamais vue ou qu'on a vue peut-être une fois, et puis, ou même si on l'a vue, de la reconnaître. Par exemple, une bague, même si on sait qu'il y a des bagues connectées, savoir que cette bague-là est connectée ou qu'elle ne l'est pas, c'est pas forcément facile. Et pour faire le parallèle du coup avec mon activité d'enseignement de recherche ou mon passé de ma première carrière, non, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Les enquêteurs, par exemple, qui doivent faire l'investigation de scènes de crime numériques, doivent sur cette scène de crime reconnaître ce qui est support de données numériques et ce support pertinent. C'est-à-dire que si vous avez un robot ménager, par exemple, qui est autonome, je ne vous ai pas amené le robot aujourd'hui, mais on aurait pu amener un robot ménager, vous auriez reconnu, je pense que ces robots qu'on voit aujourd'hui. Vous allez dire, ça, est-ce qu'il y a des traces numériques qui peuvent être stockées dessus? Alors vous allez dire, c'est pas intéressant, qu'est-ce que je vais m'embêter à faire l'analyse, faire comprendre comment marche un robot pour sortir des traces. Ça peut être intéressant si, par exemple, si vous avez une personne qui a été retrouvée décédée sur son sol, vous essayez, ça fait une semaine ou plus qu'elle est là, vous voulez essayer de savoir à peu près quand elle est restée, quand elle était la première fois sur ce sol. Si votre robot ménager passe tous les jours à la même heure, vous aurez déjà une fenêtre peut-être d'une journée sur laquelle le corps était au sol. Donc, et là, mais par contre, vous n'allez pas systématiquement, dès que vous avez un robot, récupérer un robot ménager. Donc il faut le faire de façon intelligente. Donc la deuxième question maintenant, c'est est-ce qu'il est facile de mettre en œuvre des technologies comme ça? Donc vous avez pu voir, pas forcément, parce que la plupart des technologies vous connaissiez, mais mettre en œuvre une technologie qu'on ne connaît pas, c'est pas quelque chose qui est aisé. Alors le plus facile à voir, c'est quand il faut téléphoner avec ça. Même quand on connaît, c'est difficile. C'est-à-dire que l'nombre de fois où vous arrivez au dernier chiffre et vous vous trompez et vous recommencez au début, je pense qu'on a tous vécu ça un jour ou l'autre. Tout ça pour dire que c'est la même chose dans les traces numériques, l'expression de traces numériques. C'est-à-dire que si vous avez, vous allez sur une scène de crime, par exemple, où vous avez quelqu'un qui vous demande de faire l'investigation d'un système que vous ne connaissez pas, il va falloir passer du temps à comprendre comment ça marche, et c'est pas direct, on n'extrait pas directement l'information. Même chose quand on utilise, par exemple, on fait l'analyse des données d'un téléphone. Tous les outils automatisés qui permettent l'exploitation de ces données de ces téléphones ne connaissent pas, par exemple, les applications suisses, Twint, la CFF ou autres. Ce pas des choses qui sont traitées automatiquement par ces outils-là. Donc il faut passer du temps à comprendre finalement comment marchent ces applications, quelles sont les traces qu'elles laissent pour pouvoir exploiter ces données-là. Donc c'était juste pour montrer deux angles à travers tout ce travail un petit peu ludique de reconnaissance, de dire dans un premier temps, c'est pas facile de reconnaître un objet qui contient des traces numériques, dans le cas particulier. Et une fois qu'on l'a pris, qu'on a jugé qu'il était pertinent pour, par exemple, une investigation numérique, il n'est pas facile de mettre en œuvre, de comprendre, d'interpréter ces données. Une dernière chose sur laquelle je voulais essayer de vous rendre, de vous sensibiliser, c'est est-ce qu'on n'a pas une convergence des usages? Si vous regardez tous ces usages qu'on a vus tout à l'heure, donc c'est tout ce qu'on a vu, que ce soit la téléphonie, que ce soit la musique, que ce soit la photo, le stockage d'informations, les objets connectés, la téléphonie, l'interrogation à distance, la télé, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui
un équipement finalement qui vous permet de faire tout ça. Donc vous l'aurez compris, c'est finalement la téléphonie mobile. Votre téléphone aujourd'hui vous permet de faire tout ça, tous ces usages-là, tout ce qu'on a vu là. Finalement aujourd'hui vous faites tout avec votre téléphone. Pourquoi c'est important? C'est pour vous sensibiliser, vous, sur le fait que, vu que vous utilisez votre téléphone pour faire tout ça, pour toutes ces activités-là, vous allez laisser des traces numériques dans vos téléphones, dans les équipements qui sont, les serveurs qui sont distants liés à ces applications ou autres. Donc, pour vous sensibiliser que vous laissez ces traces-là, et je ne vous cache pas, dans le cadre investigatif, de l'autre côté, c'est assez intéressant de faire de la recherche et d'exploiter ça pour répondre à des questions lorsqu'il y a un crime ou un délit sur lequel il faut exploiter les données de façon générale, mais surtout téléphonique, téléphonie mobile en particulier. Voilà, je conclus pour laisser la place aux questions. Les challenges de l'investigation numérique, vous l'avez compris, le premier, c'est d'identifier les supports de traces numériques sur une scène d'investigation, par exemple. Là, si vous regardez parmi vous, vous allez dire, vous avez votre téléphone, tout ça, mais vous avez votre carte de paiement, vous avez peut-être votre carte de fidélité de la COP ou autre. Vous avez plein de choses qui, finalement, vont contenir ou laisser des traces numériques. Donc là, il faut être, une fois de plus, en mesure d'identifier tout ça. Un des challenges, finalement, c'est une fois qu'on a ces supports de traces, d'exploiter les traces. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours aisé, qui prend souvent beaucoup de temps. Et une des difficultés, c'est pour ça aussi que je vous montre tout ça, c'est finalement la rapidité d'évolution. C'est-à-dire que, finalement, en moins de deux générations, on est passé de quelque chose qui était celui-là à quelque chose qui représente aujourd'hui les smartphones de nos jours. Et encore, quand je dis 2 générations, j'ai connu ça quand j'étais petit. Alors, la seule chose que j'ai pas dû connaître, c'était la télécommande, où personnellement, je me levais pour échanger certaines chaînes. Mais le manche-disque et tout ce qu'il y a jusqu'à présent, c'était sur une génération. C'est sur une vie, on va dire, on arrive à voir ça. Et vous voyez la rapidité d'évolution des supports et des technologies numériques. Alors, ce qui pose quelques problèmes, hein. Des fois, c'est un petit peu difficile quand on commence une thèse avec un doctorant. La thèse à l'école des sciences criminelles, c'est 5 ans à peu près. Quand il commence une thèse sur une technologie, parce que des fois, il est important de focaliser quand même sur une technologie, même si on essaye d'être un peu agnostique par rapport aux technologies. On commence dessus, ça se trouve, ils vont finir leur thèse, la technologie, elle sera quasiment à mettre à la poubelle. Donc tout ce qu'ils auront fait sur l'exploitation des traces, sur la compréhension de cette technologie-là, voilà, elle va être, on va dire, dévaluée par rapport à l'abandon de cette technologie-là. Après, tout ce qui est fait derrière, on les rassure aussi par rapport à ça, c'est quelque chose qui est générique et qui est exploitable. Enfin, l'importance grandissante de la téléphonie mobile, vous l'avez compris, tous ces usages-là, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur cette table, c'est des choses qu'on fait ou pour lesquelles on utilise la téléphonie mobile et qui est quelque chose qui est donc crucial à la fois pour l'investigation, mais pour lequel, de votre côté, il faut être assez conscient de traces que vous laissez sur ces équipements-là, avec une attention particulière aussi à la sécurité qui est liée par rapport à ça. J'en termine avec cette présentation. Vous aurez je pense qu'on va passer une séance de questions-réponses, mais vous avez toutes aussi l'opportunité après les questions-réponses, si vous voulez jouer avec le Minitel, parler à mon double numérique à travers le téléphone ou autre, n'hésitez pas. Et si vous voulez écouter la bonne musique, j'ai quelques CD qui m'ont été gentiment offerts avec l'achat de ce poste-là. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai une première question peut-être pour lancer la discussion. Est-ce que vous avez une anecdote ? Vous êtes expert en criminalistique. Est-ce que vous avez une anecdote, une enquête qui aurait été résolue grâce à une innovation technologique ? Alexa, un iPhone ? Alors, une des enquêtes que je cite, on va dire, dans les différentes interventions que je peux faire, notamment au niveau d'Alexa, c'est qu'il y a une affaire il y a 2 ans à peu près, en Allemagne, où Alexa en fait a été le témoin numérique d'un homicide. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui a été retrouvée morte à son domicile et il y avait un suspect qui disait qu'il n'était pas présent, on va dire, sur les faits à 3h du matin ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte en exploitant l'assistant vocal que il y avait un enregistrement audio d'une personne qui avait la même voix que la personne qui disait qu'elle n'était pas là à 3h du matin et qui avait juste dit « Alexa, arrête », en gros, parce que
peut-être que vous avez déjà testé ça chez vous, alors surtout quand on a une fille qui s'appelle Alice, mais souvent quand on dit quelques mots, ça déclenche de façon inopinée les assistants vocaux qui s'enregistrent. Et puis après, vous dites stop, arrête-toi, c'est pas toi que j'ai voulu parler en fait. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas, d'après les informations médias qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'il y a un enregistrement sur lequel on entend la personne dire juste tais-toi, va te coucher quoi. Parce que l'assistant vocal a dû se déclencher de façon inopinée. Et c'est ce qui a fait que cet assistant vocal, l'enregistrement d'Alexa, a été déterminant pour cette affaire, puisqu'elle plaçait finalement le suspect à une heure qui était compatible avec l'homicide sur les lieux, alors que lui prétendait être ailleurs. Donc vous voyez que c'était quelque chose qui pouvait être relativement important. Oui. C'est facile d'avoir accès à ces informations ou les Américains, les géants américains vous bloquent en fait. Comment ça se passe? Là encore, de toute façon, c'est des demandes de réquisition, des demandes judiciaires. Donc il faut qu'il y ait un accord, en principe, d'un magistrat qui va demander l'accès à ces informations-là. Et suivant, on va dire, pas forcément la gravité des cas, puisque c'est quelque chose qui est analysé, on va dire, en fonction de la demande et ainsi de suite, mais aussi en fonction de l'opérateur qui fait ça. C'est quelque chose qui va être soit une pratique de rodage, de répondre à ces demandes-là, soit ça va peut dépendre aussi de la nature de l'infraction qui est en cause. Et puis, dans le pire des cas, c'est ce qu'on appelle la coopération judiciaire internationale. Dans ce cas-là, c'est par exemple un magistrat suisse qui va demander à un magistrat américain de faire en son nom une demande aux opérateurs américains. Donc voilà, on va dire qu'il y a plusieurs... la difficulté est variable en fonction à la fois des acteurs et en fonction des cas judiciaires. Je viens de retrouver ce que je voulais dire tout à l'heure, et c'est un peu en lien avec ça. Du coup, ce qui est important de savoir, puisque vous avez compris que ces demandes étaient un peu difficiles ou autres, finalement, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a à distance, quelles sont les traces qui vont être distantes dans ce cas particulier. Et c'est notamment dans le cadre de cette Alexa ou autre, certains de mes doctorants ont fait des recherches, par exemple, là-dessus, où ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé beaucoup d'objets connectés dans un appartement. Cet appartement, on l'a totalement incendié. Et à la fin, on a essayé de retrouver, finalement, sur ces objets connectés, ce qu'on pouvait retrouver des composants électroniques après l'incendie. Certains, on a pu retrouver quelque chose. Mais surtout, on a été en mesure aussi de faire des demandes d'accès personnel, comme pour simuler une demande judiciaire, aux données distantes. Et ces données distantes nous ont quand même permis de voir, finalement, essayer d'avoir un horodatage de l'incendie et savoir aussi comment il évoluait. C'est-à-dire que vu qu'il y avait des capteurs dans différentes températures ou de présence dans différentes pièces, on a su que ça commençait dans le salon, après que ça allait dans la chambre, dans la cuisine, et ainsi de suite. Ce qui sont des questions, même si ce n'est pas ma spécialité, des spécialistes de l'incendie, de savoir quand ça a eu lieu, comment ça s'est propagé, et ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a une idée aussi donc, d'être proactif pour savoir quels sont les potentiels en termes de traces de différents objets qu'on peut trouver. Très bien. Question ? Merci beaucoup, c'est super intéressant. J'ai une question. En fait, j'en ai deux. La première, elle est toute simple. Vous avez monté la disquette, vous savez, la vieille disquette là. Et puis, voilà ça. Vous êtes d'accord, à l'époque, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, mais qui gardait plus de données, il y avait plus de stockage. C'est mini-disques de mémoire. Ah, merci, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est les mini-disques. Merci beaucoup. Vous savez, toutes les traces numériques qu'on laisse un peu partout, j'aimerais savoir s'il y a une base de données, je ne sais pas où, qui contiendrait toute cette identité numérique. Alors, je ne serai pas le plus à même de vous répondre. Je pense qu'il y a Personal Data IO, je crois, qui va être HEC, je crois, si je ne me trompe pas, qui pourrait être assez, peut-être plus à même de répondre ça. Ce qu'il faut se dire, c'est même si je suis professeur en exploitation des traces numériques, je suis aussi sensibilisé sur le fait des données personnelles. Oui. Même si ça m'intéresse d'analyser ces traces numériques, mais ça m'intéresse aussi de savoir quelles sont-elles et ainsi de suite. Donc, je ne pourrais pas vous répondre à cette question-là. Moi, ce que j'ai fait aussi, quand j'ai arrivé ça fait seulement 5 ans, je suis professeur à l'école des sciences criminelles, enfin un peu plus de 5 ans. Quand je suis arrivé, j'ai fait un exercice finalement d'essayer de mesurer toutes les traces numériques que je laissais par rapport à certaines de mes activités. Alors, autant vous dire que je n'ai pas réussi, mais j'ai pu mesurer certaines traces qui étaient, par exemple, surprenantes. Une chose qui m'avait, par exemple, particulièrement
marqué, c'était sur les traces qu'on pouvait avoir un cookie publicitaire. Alors souvent, vous avez tous vécu ça. Vous allez sur un site, vous allez voir des chaussures, vous allez sur un autre site de voyage ou un truc comme ça, et puis vous retrouvez les chaussures, ou le contraire, vous êtes sur le site de chaussures, vous retrouvez le site de voyage que vous avez vu avant, parce que ça marche sur les systèmes de cookies. Et par rapport à ça, en demandant par exemple les données personnelles aux régies publicitaires, c'était intéressant de voir à la fois les sites, l'ensemble des sites qu'on avait visités qui étaient concernés à leur niveau. Tout ça pour vous dire que faire une base de données de toutes les traces numériques qu'on laisse, ça me semble quasiment impossible. Par contre, d'aller voir des associations comme ça qui vont vous sensibiliser sur les traces que vous laissez, même si elles pourront toujours avoir un périmètre d'analyse très mesuré, ça vous permet déjà d'avoir une idée de l'importance des traces. Oui. Et je vous dis même, c'est surprenant, même quand on est spécialiste de ça, de voir toutes les traces qu'on laisse, sachant que maintenant, vous avez une télé chez vous, si vous l'allumez, c'est une télé connectée, vous changez de chaîne et ainsi de suite. Tout ça, c'est des traces qui vont être potentiellement conservées chez Samsung, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, on laisse un volume toujours plus important de traces numériques, oui. Une variété toujours plus importante de traces numériques, et il y a un problème de véracité des traces numériques maintenant. C'est aussi ça. On a vu tout à l'heure sur le machine learning, dans la conférence de vendredi, j'avais aussi mon assistante que j'avais fait parler dans toutes les langues, ma fille qui est ici, en faisant un deepfake vidéo, où finalement, et de façon assez... simplement un enregistrement français, pouvait être dans 7 autres langues assez facilement. Et une personne qui était présente vendredi, qui parlait arabe, pensait que c'était vraiment elle qui parlait arabe, pour montrer aussi la difficulté de percevoir finalement ces enregistrements, ces traces qui peuvent être là aussi manipulées. Donc voilà, Donc, pour répondre à votre question, j'ai mal répondu. Hein, non, vous avez répondu pendant un certain temps. C'est très bien. Mais vous êtes français. J'ai entendu dire qu'impossible n'était pas français. En plus de ça, ce qui était impossible il y a juste quelques temps est devenu possible. Donc finalement, je ne sais pas. Vous m'avez guidé vers une structure, je crois. J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Si je ne me trompe pas, c'est personaldata.io qui sont dans les locaux d'HEC, je crois, donc juste là-bas. Vous allez vous allez le rétro gaming, vous avez le gaming là-bas, vous traversez en face. D'accord. Je ne sais pas si c'est encore ouvert à cette heure-là, mais je pense qu'ils sauront vous répondre. Merci beaucoup. Voilà, moi j'avais une question par rapport aux sciences criminelles. Plus ça va, plus on est connecté, plus on a d'appareils autour de nous, smartphones, etc. Et on en passe. Et puis, on est carrément sur bientôt un monopole des GAFA par rapport à tout ça. Est-ce que, à partir ça, dans tout ce qui est sciences criminelles, ça peut énormément aider justement d'avoir accès à toutes ces informations. Là, on a parlé qu'il faille parfois aller contacter des magistrats aux États-Unis pour pouvoir avoir certaines informations. Est-ce que les GAFA sont assez ouverts? Est-ce qu'ils ont peut-être, je sais pas, peut-être des sections criminelles pour pouvoir aider certaines choses? Ou est-ce que c'est toujours assez complexe de pouvoir avoir certaines données? On doit toujours passer par un cadre très légal au niveau avocat, etc. Alors, dans tous les cas, s'il y a des demandes judiciaires, ça doit toujours passer par un cadre légal. Ça, c'est voilà. Sauf l'exploitation qui pourra en être faite directement sur l'exploitation des traces qui est directement accessible, notamment celles qui sont présentes sur votre téléphone. C'est-à-dire que si on vous arrête, on saisit votre téléphone, on va essayer d'exploiter ce téléphone. Après, ce qu'il faut voir, c'est que pour de bonnes raisons de confidentialité de vos données ou autres, pour protéger vos données, toutes ces GAFAM, ou en tout cas toutes les sociétés qui produisent ces services-là. Maintenant, il y a tout ce qui est privacy by design, qui va donc la sécurité dès la conception qui va être mise en œuvre et qui va permettre justement de chiffrer l'information et que même eux n'aient pas accès à cette information. Ce qui est en gros le Graal en termes dans un sens de privacy by design, et qui va faire en sorte que même si vous leur demandez d'accéder aux données, ils ne vont pas pouvoir accéder aux données. Vous avez sans doute vu cette affaire, c'était dans la tuerie de San Bernardino aux États-Unis, où le FBI demandait à Apple d'essayer de déverrouiller un téléphone. Eux disaient qu'ils n'étaient pas en mesure de faire. Ce que demandait le FBI, c'était OK, vous ne savez pas faire, mais vous pouvez toujours faire une mise à jour qui viendrait permettre de contourner ça. Et donc, ce que Apple a refusé, parce que justement, dans
dans cette idée de protection de leurs clients, protection de leurs vie données, ce qui d'un côté, en tant qu'utilisateur, est une bonne chose. Donc c'est un peu toujours la difficulté de faire une balance finalement entre l'exploitation des traces numériques qui sont contenues dans ces systèmes-là et les données personnelles, la nécessité de protéger nos données personnelles. Et puis c'est ça qui est intéressant aussi à analyser de notre côté, hein, c'est-à-dire qu'on voit ça. Après, ce qu'on essaye de faire quand on veut exploiter la donnée, c'est de contourner ces mécanismes de sécurité, essayer de trouver des failles, parce que si les hackers peuvent trouver des failles, ce qu'il faut voir, c'est que les services d'investigation essayent d'exploiter ces failles-là aussi, soit à travers des outils, soit à travers des failles qu'on va essayer de trouver nous-mêmes pour essayer de comprendre ça. Mais accéder, en gros, c'est-à-dire que vous avez la donnée, après c'est accéder à l'information qui est difficile parce qu'elle est chiffrée, elle est protégée ou autre. Et une fois qu'on a, c'est pas fini, une fois qu'on a l'information, il faut encore donner du sens, faire des hypothèses et la partie interprétative qui peut être là aussi difficile en termes de sciences criminelles dans son ensemble, quoi. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question. Et après, sur le fait que maintenant les GAFAM concentrent tout, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça sera un peu exagéré, mais il y a beaucoup d'acteurs. C'est vrai que les GAFAM ont mis un certain nombre de choses qui sont en place. Mais par exemple, si vous regardez aujourd'hui, ce qui va être plus embêtant en termes de sécurité, ça va plutôt être des messageries comme Telegram ou autres, qui ne sont pas des GAFAM, mais qui ne répondent pas forcément aux demandes judiciaires qui peuvent arriver, parce que par principe, elles refusent de faire ça. Ok, ouais, les GAFAM sont plus coopératifs que ce qu'on pourrait avoir comme Telegram, etc. En principe, parce qu'apraprès, elles ont un problème de marché. C'est-à-dire que si jamais elles ne veulent pas répondre, elles vont avoir un problème de fermeture des marchés. Vous avez vu au Brésil ou autre. Alors, je ne rentre pas dans la raison d'avoir arrêté ça, mais vous voyez que certains pays peuvent bloquer aussi parce qu'on ne répond pas. Vous avez vu aussi l'affaire Telegram en France, où il y a eu cette interpellation du responsable parce qu'ils ne répondent pas aux obligations judiciaires. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore une question. Vous avez évoqué cette affaire résolue grâce à Alexa et en même temps vous avez fait vous-même un deepfake vocal pour répondre à nos questions. Qu'est-ce que ça change, les deepfakes, par rapport à ça? Est-ce qu'en 1 année et demie, on n'est pas passé dans un moment où en fait on ne peut plus utiliser ces traces parce qu'en fait on ne peut plus leur faire confiance? Alors, personnellement, ce que ça a changé, c'est que depuis des années, j'évite le problème de l'authenticité, qui est un autre problème, c'est-à-dire qu'on a l'information, je vous expliquais tout à l'heure, on va donner du sens, et puis après on pourra se donner, finalement, est-ce que l'information qui nous a été transmise, elle a été vraie? Alors c'est la même chose, hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on focalise sur le numérique, mais c'est la même chose sur les autres traces, les traces physiques, où on va peut-être essayer de vous poser, quelqu'un va vous mettre l'ADN de quelqu'un d'autre, et de la même façon, quand vous avez un témoin qui ment, il travestit finalement la trace. Dans sa mémoire, il a une trace de ce qu'il a fait lui. Il vous ment, il vous donne une autre trace. Et c'est un peu la même chose avec les deepfakes, c'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose qui est travesti, si je puis dire, pour quelque chose de vrai. Et puis voilà, il faut essayer de déterminer ça. Personnellement, ce que je vous expliquais, ce qui a changé, c'est que pendant longtemps, en gros, je m'intéressais de loin, par exemple, à l'analyse des photos modifiées et ainsi de suite. Même si on a fait une affaire, par exemple, vous avez sans doute entendu parler du scandale russe, où il y avait eu la manipulation des données du laboratoire de Moscou. On a dû faire l'analyse, c'est quelque chose qui est public, donc je peux vous en parler. Hein. On a fait l'analyse de ces données-là, on a vu qu'il y avait des manipulations, et dans ces manipulations-là, qui étaient volontaires, là encore, on essayait de vous faire croire quelque chose d'autre, dans ces manipulations volontaires, il y avait des PDF qui étaient modifiés. Donc on a dû, dans les affaires qu'on a eu à traiter à l'école des sciences criminelles, déjà se poser des questions. On a d'autres questions c'était pas ma responsabilité, mais sur les photos et vidéos manipulées. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. Et on ne peut plus simplement dire « ça m'intéresse, mais pas trop ». Là, on est obligé plus d'investir, finalement, et de se mettre à jour en tant que spécialiste numérique sur finalement cette problématique d'authenticité. Voilà. C'est pour ça que dans de nombreux projets de recherche, travaux de master ou même des travaux qu'on fait de notre côté, on essaye de comprendre justement tous ces mécanismes, comment on peut les détecter, aussi comment on peut les utiliser, hein, parce que je ne vous cache pas que quand on fait la formation continue, c'est intéressant de se dire que le contenu qu'on délivre en français, on peut le délivrer dans toutes les langues, quoi. C'est aussi un outil. Mais par contre, au niveau de l'activité criminelle, c'est sûr qu'eux aussi en profitent. Vous avez vu sans doute les affaires d'Alain Delon qui, à peine décédé, mettait tout son argent sur un casino en ligne et nous invitait à aller parier sur ce casino en ligne pour récupérer sa fortune. C'était un deepfake vidéo qui était grossier mais qui était utilisé.
Donc maintenant, il faut essayer de détecter ça, essayer d'évaluer l'authenticité de ces contenus, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas parfois face à des deepfakes qu'on ne peut pas identifier comme tels? Alors, la faisabilité, je ne pourrais pas vous le dire, parce qu'une fois de plus, je ne suis pas spécialiste. Là, il faudrait demander aux spécialistes. Après, ce qu'il faut voir, et c'est un peu ma lueur d'espoir, c'est que déjà, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Parce qu'au début, les téléphones, on ne pouvait pas les faire, maintenant on peut les faire. Après, on ne pouvait plus les faire parce que c'est chiffré, on arrive à trouver des solutions. On a toujours réussi à avancer. Je ne dis pas que ça prend beaucoup plus de temps. Et on revient sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ce qu'il faut voir aussi, ce qui est aussi rassurant dans un sens, c'est que quand on fait des manipulations, quand on fait des choses, on laisse aussi des traces de ça. Je vous parlais de l'affaire russe tout à l'heure, par exemple, où on avait quand il y a eu des manipulations d'effacement de fichiers qui ont été faits. On n'a pas pu retrouver les fichiers qui étaient effacés, mais on a pu voir des traces d'utilisation de l'outil d'effacement de fichiers, et puis on a pu voir dans quel répertoire c'était fait. Donc vous voyez, le fait, une fois de plus, de créer une activité criminelle, même si c'est du deepfake, va laisser des traces quelque part. Alors, va falloir trouver le quelque part. On va essayer de voir si on arrive à déterminer que cette information-là, elle est authentique ou pas. C'est sûr que c'est un challenge de plus en plus important. Il faut juste avoir un peu d'espoir. J'avais une question. Est-ce qu'on peut être 100% anonyme sur Internet? Si on empile les VPN, donc on change son adresse, on utilise des logiciels comme Tor, est-ce qu'il est possible de rester 100% anonyme, ou est-ce que vous et vos amis experts, est-ce que vous pourriez retrouver une personne qui prétend, qui par exemple va sur Twitter, déverse des torrents de haine envers d'autres personnes et se cache derrière des pseudos, utilise des VPN? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Être anonyme, vous pourrez être parfaitement anonyme maintenant. Comme vous l'avez dit, en empilant les VPN, les Tor et ainsi de suite, vous serez anonyme. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en faisant ça, vous allez quand même sans doute laisser des traces sur votre équipement. Bon. Ok, ça ne va pas permettre de vous localiser, mais si jamais on vous identifie après, là, il y aura peut-être moyen de voir que voilà, chez votre opérateur, vous allez aussi avoir une trace d'Internet, potentiellement à ce jour, à telle heure, quoi. Et ça va aussi laisser une trace. Après, pour revenir vers vous, effectivement, au moment venu, ça ne va pas être le cas. Par contre, vous avez parlé de Twitter tout à l'heure, ça se trouve un jour, vous allez vous connecter sur ce même compte Twitter en oubliant d'avoir cet anonymat-là, et du coup, ça va être, on va dire, l'erreur qui risque finalement de laisser une trace qui va être exploitable et qui va vous permettre de remonter. Une fois de plus, quand on est du côté de l'investigation, on a toujours espoir, on va dire, qu'il y ait une erreur qui soit faite, et en gros, tout le monde, nul n'est parfait en termes de criminalité comme le reste. Et du coup, il y a toujours des erreurs qui peuvent être faites, qui seront exploitées par des services d'enquête ou autres dans le cadre particulier, quoi. S'il y a des torrents de haine qui sont déversés, il faut espérer que cette personne-là, elle puisse être identifiée d'une façon ou d'une autre, ou dans tous les cas, qu'elle puisse être bloquée et puis que son contenu puisse être modéré, mais ça, c'est une autre problématique qui n'est pas forcément du côté de l'investigation. Merci beaucoup, Thomas Sauvigné. Je pense... une dernière question, et puis on va conclure. Après, si vous voulez, une fois de plus, j'en profite, si vous voulez exploiter ça, je reste là quelques minutes aussi. Alors si vous voulez faire une partie interminable de Tetris, je suis pas sûr que je resterai très longtemps, mais si vous voulez jouer avec le Minitel, essayez de me parler au téléphone, vous verrez, je suis assez coopérant. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Je rebondis un peu sur la question de madame, en fait. Et puis, voilà. Avec tous ces deep, finalement, donc ces deepfakes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de point de bascule à un moment donné où justement on sera envahi de deep et puis qu'il sera très difficile de traiter et de savoir le vrai du faux? Et justement, en posant cette question, je pense notamment au dark web. Hein, et vous, dans votre travail, c'est quelque chose que... Enfin, c'est... Alors, il y a deux questions. Hein. Sur le vrai du faux, déjà, je pense que quand vous regardez toutes les images qu'on regardait avec des personnes qui étaient retouchées dans les journaux ou autres, déjà, on ne se rendait pas compte si c'était du vrai ou du faux dans ce qui nous est transmis. Hein. Maintenant, aujourd'hui aussi, quand vous avez des vidéos, des films vidéos, vous ne savez jamais ce qui est du 3D ou ce qui est du vrai aussi. Hein. C'est vrai que c'est bluffant en termes de réalisme. Et du moment qu'on en est arrivé là, sans même le machine learning, hein, avec les moyens informatiques, c'est vrai que déjà, on était dans ce cas-là. Maintenant, ce qui est plus embêtant, c'est le fait que ça soit accessible. Je veux dire, moi, je vous ai fait ça, j'ai programmé ça en 5 minutes. Et là, vous me parlez au téléphone et vous avez l'impression de me parler, quoi. Oui. Et je vous réponds de façon tout à fait intelligible. Donc c'est l'exploitation par
le plus grand nombre de ces technologies-là qui changent vraiment la donne. Après, sur le dark web, on va dire que c'est quelque chose c'est un deuxième problématique. Mais il y a des travaux qui sont faits, alors c'est pas ma spécialité, mais à l'école des sciences criminelles, il y a d'autres professeurs qui s'intéressent au dark web. Là encore, on a des activités qui sont là plutôt... On se cache pas, du coup, on essaye plutôt de faire des trucs mais peut-être qu'on aura des gens qui vont proposer leurs services justement d'exploitation, de création de contenu deepfake ou autre. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'une grosse partie qu'on retrouve sur le dark web, on le retrouve aussi sur le clear web, c'est-à-dire que des gens ne se cachent pas vraiment, on va dire, de proposer de tels services sur le web normal, si je puis dire. Le dark web, c'est juste une sorte d'antichambre où les gens se cachent un peu moins, et c'est plus indexé, on va dire, comme quoi tout ce qui est service de criminalité. Mais l'investigation reste... la surveillance et l'investigation reste la même chose qu'on peut faire sur le web, avec la problématique d'anonymat qu'on a vu tout à l'heure, qui complexifie la chose, mais en termes de suivi des activités criminelles, par exemple, on peut faire un peu la même chose aussi. Super, on est sauvés, merci. Merci beaucoup, Thomas. Et donc, vous pouvez utiliser les objets à disposition ici.